Du coup, je vais vous parler de ce que je pense être le risque le plus sous-estimé quant à la paix. Alors, il y a plusieurs manières de le dire. Je ne suis pas forcément très fan des termes compliqués. Donc pour moi, le risque le plus sous-estimé, c'est qu'on s'est tous laissé convaincre par Dark Vador. On s'est tous laissé convaincre que laisser avoir dans tous les univers informationnels dans lesquels on passe tout notre temps la partie la plus obscure de nous-mêmes, ça allait être une bonne idée. Alors pour ça, et ça c'est pas nouveau, hein, je le dis en 2026, en 2009 est sortie une étude qui montrait que dans la première page du New York Times, les articles qui étaient le plus les articles les plus viraux, c'était les articles qui suscitaient chez les gens de la colère. Alors, ce n'est pas la seule émotion qui va générer de la viralité, mais c'est la plus efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand on a vu que la colère était virale sur le web? Parce que 2009, c'est quand même la préhistoire du web. On aurait pu se dire, on a découvert un truc vraiment important, peut-être qu'il y a un truc à faire pour éviter de laisser tout le monde laisser aller sa colère en permanence sur les réseaux sociaux et sur le web. Parce que là, c'est même pas une plateforme, c'est le New York Times. Que nenni, on n'a absolument rien fait. Et donc on est plus de 15 ans plus tard, et il n'y a toujours pas de stratégie pour faire en sorte que ça ne soit pas la partie la plus dark vadoresque de nous tous et nous toutes qui parlions et nous exprimions sur le web. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que ce fait que cette viralité de la colère, elle vienne effectivement de nous-mêmes. Okay, c'est pas la plateforme qui nous dit « soyez en colère ». C'est-à-dire que c'est effectivement les contenus qui nous rendent nous-mêmes en colère qui fonctionnent. Et ça, du coup, c'est l'excuse exceptionnelle et utilisée par notamment les grandes plateformes pour dire « c'est pas nous qui amplifions la colère ». C'est les gens eux-mêmes qui sont en colère. Les algorithmes de recommandation, les mécaniques qui choisissent les contenus qu'on va voir, ne sont que le reflet des gens. Les algorithmes de recommandation sont neutres, ils reflètent juste ce que pensent déjà les gens. Et ça, c'est actuel, il y avait une audition il y a quelques jours au Sénat, sur les réseaux sociaux, où un vidéaste, Gaspard G, a dit exactement ça. Les algorithmes de recommandation ne sont que le reflet de ce que pensent les gens. Et je pense que c'est une semi-vérité, mais comme toute semi-vérité, c'est aussi un semi-mensonge. Et pour ça, je vous invite à venir avec moi. Quand je vais me coucher le soir, j'ai une image exceptionnelle de moi-même le lendemain matin. Et en gros, je vous dis ma journée telle que mon moi du soir la voudrait. Je me couche, et le matin, je me lève, je bois de la tisane, je bois du lait de soja, des graines. Toujours pareil, je n'ai pas encore regardé mon téléphone, parce qu'évidemment, la déconnexion, c'est quand même le nec plus ultra. Je travaille intensément, concentré, pendant 3 heures. Après, je mange des tomates, des graines. Ensuite, je vais faire un marathon, parce que pourquoi pas un marathon, il paraît que c'est bon pour la santé. Et ensuite, je retravaille. Et peut-être, à la fin de la journée, je m'accorde un petit surf pour aller voir les actualités. Et ensuite, je regarde enfin Kurosawa, 3h30, le film préféré de ma mère, que je n'ai toujours pas vu, parce que les 20 premières minutes, c'est quand même hyper relou. Il faut le dire, c'est quand même très très lent. Alors que la vraie personne qui se lève, qu'est-ce qui se passe ? Elle se lève, elle boit 3 cafés avant d'avoir ouvert les paupières, et elle regarde fascinée quand même ce short, qui est quand même incroyable, où vous avez un skater qui dévale un building, et ça, je ne peux pas résister à cliquer. Ces 2 personnes, elles sont en moi. Okay. Il y a la personne qui a des grandes ambitions, qui pense au long terme, qui veut des belles choses pour lui et pour les autres. Et il y a une petite partie plus émotionnelle, qui est très utile dans certains contextes, et qui, dans certains contextes, est un petit peu difficile à éduquer ou à orienter. Et en fait, il faut voir que les plateformes ont volontairement, et sont volontairement conçues pour ne parler qu'à cette partie. Et ça a été un tournant des plateformes il y a quelques années, où en gros, volontairement, ils ont conçu des systèmes de recommandation
qui ne parle qu'à cette partie. Et pour l'illustrer, vous avez quand même TikTok, qui est la plateforme qui a le plus compris et le plus abouti cette théorie-là. C'est que maintenant, c'est très clair. Ils ont 2 feeds, For You et Following. For You, c'est pour la partie de vous qui ne peut pas résister à regarder des shorts de gens qui dévalent des buildings en skateboard. Et sagement, dans le Following abonnement où vous n'allez jamais de toute manière, il y a tous les abonnements que vous avez décidé d'avoir, c'est-à-dire Arte, l'histoire médiévale, la physique quantique. Voilà. Ils vous donnent la bonne conscience d'avoir un feed où il y a tous les trucs intelligents, mais vous inquiétez pas, ils savent que par défaut, vous allez rester sur le For You. Et ça, c'est partout. Okay, et c'est pas les jeunes, c'est pas que les jeunes. Il y avait un sondage il y a plus de 10 ans qui disait, on demandait aux Français, qu'est-ce que c'est votre chaîne de télé préférée? Les Français, Arte. Pardonnez-moi 1%. On aime bien dire qu'on regarde ça, et au final, les rênes de notre journée sont souvent laissées à la partie qui se lève, qui mange des dragibus et boit beaucoup de café. Et les plateformes ont compris ça. Et c'est là où, en fait, en nous tendant des dragibus cognitifs en permanence, en fait, ce que les plateformes ont fait, c'est qu'elles ont donné beaucoup plus de pouvoir au côté obscur de nous-mêmes, qui n'arrive pas à se maîtriser, qui, quand il est en colère sur un contenu, va le partager énormément, etc. etc. Okay, on s'est tous laissé convaincre que laisser du pouvoir à des plateformes pour qu'elles fassent de l'argent en laissant notre partie obscure mener la danse, ça allait fonctionner. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, bon ben voilà, toi tu es en colère, ben, c'est ton problème, moi, de toute façon j'ai coupé les réseaux sociaux, je m'en fiche, je suis plus en colère, tout va bien. Et ça, c'est quand même occulter un problème, c'est que là je parle des conséquences individuelles, mais en fait, tout ça c'est un problème quand même qui est infiniment collectif. Et pour vous montrer à quel point c'est collectif et à quel point, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, de toute manière vous êtes quand même sur un truc, hein, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais je pense que l'économie de l'attention, elle nous a tous. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disent oui, non, moi je suis pas sur les réseaux sociaux. Bon, je suis sur Netflix quand même. Bon, ok, d'accord. C'est de dire qu'en fait, on partage tous un écosystème informationnel du citoyen. Pour moi, en fait, il faut voir l'information comme une denrée commune sur laquelle est basée la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, elle est basée sur le fait que tout le monde a accès à une information de qualité et que tout le monde va se faire sa propre opinion et va, en son âme et conscience, donner son opinion pour le collectif. Okay, donc c'est vraiment une denrée commune. C'est-à-dire qu'une démocratie, elle est basée sur un écosystème, sur un lac où l'eau informationnelle est le moins polluée possible. Alors après, d'où vient l'information qu'on boit et sur laquelle se basent nos démocraties? Alors, la première, c'est l'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, effectivement, j'ai plein de connaissances, de valeurs, de croyances qui me viennent de mon entourage, des gens que j'ai fréquentés, de ma famille, etc. Ensuite, on a un système qui s'appelle l'éducation nationale ou l'école, qui est quand même une manière de créer un socle informationnel pour tous les citoyens. Il y a beaucoup de batailles pour savoir qu'est-ce qu'il faut dans le programme, l'histoire, comment on raconte l'histoire de France. Mais personne ne remet en question le fait qu'il y a un programme commun. Parce qu'on comprend bien que pour faire société, il faut qu'on ait une base informationnelle commune. Déjà, parler la même langue, c'est quand même très pratique. Et ensuite, avoir quand même plein d'éléments de citoyenneté, notamment, qui sont similaires, c'est aussi extrêmement nécessaire pour la démocratie. Et ensuite, il y a les médias classiques, hein, qu'ils soient privés ou publics, que ce soit par la création des médias publics ou par la régulation des médias privés. Il y a aussi, ça alimente beaucoup ce qu'on consomme et l'information qui abreuve ou qui alimente le lac dans lequel tous les citoyens s'abreuvent. Et ensuite, on a les réseaux sociaux. Bon, vous avez vu, ils n'ont pas la même couleur. Hein. On commence à sous-tendre des choses là. Mais en gros, la question c'est, d'après vous, combien on met d'argent dans les uns et les autres? L'éducation nationale, c'est 160 milliards d'euros. 160 milliards d'euros pour faire en sorte qu'il y ait un socle commun informationnel. Les médias, que ce soit dans la création ou dans la régulation, c'est 4 milliards d'euros. Combien d'euros on met dans la tentative de régulation de ce qui se passe et de ce qui est massivement amplifié dans les réseaux sociaux? Bon, environ 0 milliard d'euros. Parce que c'est une petite partie du budget de l'Arcom, et l'Arcom c'est 46 millions d'euros de fonctionnement. Donc bon, c'est environ 0 milliard d'euros. Et ça, c'est quand même dramatique parce que
YouTube, par exemple, devinez combien l'humanité passe de temps à regarder YouTube par jour? Combien? Combien de temps l'humanité, collectivement, on regarde YouTube tous les jours? Ah ouais, alors en année, je l'ai en carrière de professeur. En carrière tu vois, en temps d'enseignement de la carrière d'un professeur. Alors, avant de te dire le chiffre de ça, c'est 2 milliards d'heures. En gros, l'humanité regarde 2 milliards d'heures YouTube. Hein. Je ne parle même pas de TikTok, etc. Hein. Je parle vraiment spécifiquement de YouTube. Et en fait, il faut savoir, parce que les gens ils disent oui, ben, je regarde sur YouTube, mais en fait, c'est moi qui décide de regarder. Non, 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 non. Aujourd'hui, ça n'est quasiment que de la recommandation. À l'époque, avant TikTok, c'était 70%. Il y avait 70% des vidéos qui étaient choisies par l'algorithme de recommandation. Okay, ça veut dire qu'en fait, il y avait 30%, c'était moi qui allais vous envoyer un lien à la fin, là. Vous allez cliquer, ça c'est 30%. Et 70%, c'est vous qui arrivez sur la plateforme et qui cliquez sur ce que la plateforme vous recommande. Ok ? Parce qu'aujourd'hui, vous inquiétez pas, encore une fois, à TikTok, je vous l'ai montré, on revient là. Ce à quoi vous vous êtes abonné, vos abonnements, ça va dans une petite case qui s'appelle abonnement dans lequel vous n'allez jamais. Ce que vous voyez, ça n'est pas des abonnements. Aujourd'hui, sur TikTok, on estime qu'il n'y a que 10% des contenus que les gens regardent qui sont issus d'un abonnement. Le reste, c'est juste la plateforme qui sait que ça va vous faire craquer, pas parce que vous êtes abonné, mais parce que vous avez passé la soirée d'hier à regarder des shorts sur ce sujet. Vous avez dit, ah, jamais plus je regarderai de ça. Bah oui, mais TikTok, il sait que tu vas regarder, donc il va te le proposer. Okay ? Encore une fois, les algorithmes parlent à la partie la plus faible de nous-mêmes. Ils exploitent nos failles cognitives pour nous faire rester sur les plateformes. Et ça, c'est l'équivalent de 50 000 professeurs pendant toute leur carrière. C'est-à-dire qu'en fait, YouTube a le pouvoir de recommander tous les jours autant que ce que 50 000 professeurs pourraient enseigner pendant toute leur carrière. Alors toi, tu fais des cours d'éducation civique pour la paix, pour la citoyenneté. Et en fait, tu as du contenu qui, par exemple, va attiser toutes les colères et va, les intervenants d'avant en parler, susciter davantage de polarisation partisane et polarisation émotionnelle. Vous avez beau avoir tous les profs les plus volontaires du monde, face à ça, je doute que ça fonctionne totalement. Et donc on a ces 0 milliard d'euros donc, qui polluent massivement l'écosystème du citoyen et on fait pas grand-chose. Et il faut voir qu'en plus, ces plateformes sont quand même de toute manière possédées par des entités qui sont des États autoritaires et de plus en plus autoritaires pour d'autres et qui ont pas beaucoup, qui sont de moins en moins des alliés du moins. Et ensuite, il faut voir que même si vous êtes hors des réseaux sociaux, ces dynamiques, elles se diluent et elles impactent tous les autres écosystèmes informationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez les médias, moi j'étais assez choqué la dernière fois, j'allais sur la page du Monde. Sur le Monde, vous avez en tête, là ça y est plus, mais à un moment ça a été, vous avez Iran, etc., etc., Trump, pas USA, Trump. Ça, c'est parce qu'ils savent, et ils ont raison, ça fait cliquer. Ça génère de l'attention. Et même un journal aussi sérieux que Le Monde rentre dans ces dynamiques-là. Faites le test en revenant. Alors là, pour le coup, vous allez prendre peut-être un petit choc face à cette journée, mais allez voir par exemple n'importe quelle chaîne d'information en continu. Vous avez maintenant, ils ont tiktokisé leur contenu, dans le sens où maintenant, vous avez l'expert ou l'experte qui parle, qui est en miniature, et à côté, des images en boucle, vous avez l'impression de regarder un short sur TikTok, de drones ou d'attaques ou de missiles qui se lancent. Parce que ce double écran, eh bien ça nous râpe, ça capture notre attention bien plus efficacement qu'un expert qui parle. Donc il y a un phénomène de contamination qui fait que personne n'est à l'abri et que la source originelle désormais de l'information, je pense que c'est les réseaux sociaux, je pense que c'est les plateformes, et c'est pas pour rien que Elon Musk, il n'a pas racheté une chaîne de télé, il n'a pas racheté un journal, il a racheté un réseau social. Parce que la fabrique médiatique aujourd'hui, elle se fait là, au travers des algorithmes de recommandation qu'il maîtrise. Et ça, collectivement, je vous la fais très courte, hein, mais voilà, par exemple, alors c'est une parmi une étude qui est sortie là sur les élections en Allemagne, fédérales en Allemagne.
qui montre que TikTok donne une récompense, amplifie les messages qui divisent, qui clivent. Mais je veux dire, il n'y a pas de surprise. On l'a vu au tout début, en 2009, on savait que c'était la colère qui était la plus virale. Bon, vous mettez ça sur tous les individus, vous mettez tous les individus qui passent des heures et des heures et des heures sur les réseaux sociaux, forcément à l'arrivée, ça ne veut pas dire que la polarisation ne vient que des plateformes. Je pense que les algorithmes de recommandation aggravent un phénomène. Mais bon, dans la situation dans laquelle on est, il n'est peut-être pas hyper intelligent d'aggraver une situation qui est déjà catastrophique. Et donc, moi, mon message, c'est pour avoir la paix, on doit bâtir une structure informationnelle qui la permette. Il est illusoire de penser que quand on passe des heures et des heures sur des plateformes qui nous divisent, qui clivent et qui nous montrent, Guillaume Sotomayor a évoqué le terme de caricature tout à l'heure, je le trouve très bon, parce que ce qu'on voit des gens qui ne pensent pas comme nous sur les réseaux sociaux, c'est des caricatures. Et on ne peut pas bâtir une démocratie avec des caricatures des clans opposés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les clans opposés des caricatures. Ça veut dire que, par exemple, si je suis de gauche, je vais voir du mouvement ou des gens qui sont conservateurs, juste les plus fous du genou. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il y en a aussi qui pensent autrement. Ce n'est pas cette vision-là que je vais voir. Et vous inquiétez pas, les conservateurs voient les plus fous du genou de gauche. Et il y a un moment, la question, elle est, si on veut vivre ensemble, il faut aussi qu'on arrive à ne pas voir que les caricatures du clan opposé. Et d'ailleurs, je trouve que une des émissions qui, pour moi, est la moins caricaturale, donc qui fait le moins ça, c'est le podcast Les Pieds sur Terre. Je trouve qu'en termes de non-caricature, il est exceptionnel. Alors, il y a plein d'épisodes, notamment celui des agriculteurs qui votent RN et qui se battent pour que leurs employés devenus amis aient leur carte de séjour. Ça montre effectivement une incohérence, mais aussi une humanité chez eux. Et je pense que ça doit exister. On doit pouvoir voir les gens avec qui on est en désaccord politique de manière non caricaturale. Et ça, c'est vrai donc pour l'interne, mais c'est aussi vrai pour l'externe, parce que là, vous allez me dire, oui, mais tu parles que en interne, donc je pense qu'effectivement, il y a moyen qu'on s'affronte en interne si on est sur ces plateformes, mais de la même manière, pour arriver à imposer la paix à des puissances extérieures, il faut être aussi solide en interne. Il est d'autant plus probable qu'on ait la guerre, qu'on soit divisé en interne. Donc je pense que vraiment, il y a ces deux choses, et au niveau global, il y a aussi ce sujet-là. L'autoritarisme gagne de cette atmosphère. Et donc l'autoritarisme menant un petit peu à la guerre, je pense que des structures informationnelles qui favorisent les gens les plus clivants favorisent un état du monde où il y aura plus de guerre et davantage de violence. De toute façon, il n'y a qu'à voir, je veux dire, le fait même que les États-Unis aient réussi à élire quelqu'un comme Trump, c'est déjà qu'on a un problème. Alors après, vous allez me dire, oui, ok, mais qui choisit? Qui choisit? Que doit-on recommander comme vidéo? C'est-à-dire que moi, je vais vous dire, oui, c'est absolument le changement climatique, la transition énergétique et la place des Hautes-Pyrénées dans ce changement. Et vous allez me dire, ah non, non, quand même, c'est un petit département, on va plutôt parler de l'Île-de-France, c'est ça le moteur de la France, etc., etc. Qui choisit? Et pourquoi? Et ça, c'est une question qui est honnêtement absolument abyssale. Qui choisit ce qu'on doit recommander à tout le monde? Et alors, le CEO de TikTok, il a la réponse, lui. Le CEO de TikTok, il dit, mais vous parlez de démocratie, mais nous, on est déjà une démocratie. Vous votez donc avec vos pouces, en regardant une vidéo, en la faisant glisser, en l'aimant, en la partageant. Pour lui, c'est un vote. Et en fait, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, il a raison. Ah, c'est vrai, en fait, c'est des démocraties, c'est génial. On est déjà en démocratie augmentée. Pourquoi on ne fait pas ça partout, tout le temps? Et en fait, je fais partie d'une association et on a réfléchi à ça. Et en fait, on s'est dit, et on pense, et on se bat pour arriver à concevoir des systèmes de recommandation, okay, qui amplifient, qui recommandent des vidéos basés sur d'autres piliers et d'autres incitatifs que juste tendre le micro au Dark Vador qu'on a tous et toutes en chacun de nous. Et donc, on est arrivé à, pour nous, il y a 4 piliers qui font
une différence énorme entre ce qu'on veut concevoir et ce qu'on conçoit là aujourd'hui dans la plateforme tournesol.app et ce que fait TikTok. La première, c'est que dans un système démocratique, on doit comptabiliser les votes de manière transparente. Quand vous allez sur TikTok, que vous swipez, que vous partagez, vous ne savez pas si un swipe vaut 2 likes, si 2 likes valent 3 commentaires hargneux. Parce que d'ailleurs, si les commentaires hargneux font monter la visibilité d'une vidéo, personne ne ferait des commentaires hargneux sous n'importe quelle vidéo. Parce que si vous faites un commentaire hargneux sous une vidéo, vous ne voulez pas qu'elle soit diffusée. Or, c'est le contraire qui se passe. Donc vraiment, le truc de faire des commentaires hargneux sous une vidéo, c'est le truc le plus bête stratégiquement qu'on puisse faire. Et ça, c'est vraiment hyper différent. C'est-à-dire que quand vous allez voter pour un président ou une présidente, vous savez comment les comptes, comment les voix vont être comptabilisées. Vous connaissez le processus, etc. Personne ne connaît le processus de TikTok. Personne ne connaît le processus de X ou de LinkedIn. Vous ne savez pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut les systèmes de recommandation. Quand vous likez ou que vous donnez un indice ou une information à la plateforme, vous voulez savoir comment elle est interprétée. Deuxième grosse différence, c'est ce qu'on appelle renforcer la robustesse des algorithmes de recommandation. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en Roumanie, en 2024, il y a eu une exploitation par des attaquants de la faiblesse d'un système de recommandation. Car sur TikTok, pour recommander la prochaine vidéo, TikTok se base aussi sur les commentaires sous cette vidéo. Qu'ont fait les attaquants? Ils sont allés voir toutes les vidéos de tous les politiques de Roumanie et ils ont mis des tonnes de commentaires en mode « Go Georgescu », qui était le candidat d'extrême droite pour qui l'attaque était faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Roumains, sur leur fil TikTok, la prochaine vidéo, à chaque fois qu'ils regardaient de la politique, c'était Georgescu. Parce qu'ils avaient attaqué l'algorithme de recommandation pour faire en sorte que l'algorithme recommande massivement les vidéos de Georgescu. Donc c'est assez fou parce que c'est notamment cette attaque qui a permis une visibilité énorme et qui a participé au vote surprise pour Georgescu. Et donc il faut absolument renforcer la robustesse des IA de recommandation parce que là aujourd'hui on a des IA de recommandation qui sont l'équivalent de laisser des gens bourrer les urnes. Il y a des gens qui connaissent le fonctionnement des algorithmes de recommandation et qui peuvent bourrer les urnes pour faire en sorte que leur message puisse être massivement amplifié. Et vous avez aussi Musk qui rachète un réseau social et qui du coup fait la même chose. Alors lui, il bourre les urnes de manière encore moins fine parce que comme il a les mains sur l'algorithme de recommandation lui-même, il peut le faire sans avoir la finesse de l'attaque qui s'est passée en Roumanie. Ensuite, il faut baser l'algorithme de recommandation sur les avis réfléchis. Et les avis réfléchis, je reviens à ce truc de Dark Vador, on a tous en nous une part qui ne va pas savoir résister à certaines tentations et qui, il faut la laisser s'exprimer dans plein de contextes, mais qui dans certains contextes, vous ne voulez pas que ce soit elle qui s'exprime. Quand vous avez un vote pour la démocratie, vous ne voulez pas que la personne arrive bombardée de news qui l'ont énervé juste avant qu'elle vote. Quand vous avez un vote, on veut que les gens, le vendredi soir, trêve médiatique, pour que, notamment, on réfléchisse un tout petit peu avec notre parti long terme, parce que l'idéal démocratique, c'est que nous votions avec cette partie-là. Mais aujourd'hui, il faut qu'on bâtisse des systèmes de recommandation, des plateformes qui mettent en avant, pas forcément des experts, etc., mais la partie la plus réfléchie, la plus démocrate, la plus paisible de nous tous et nous toutes. Et ensuite, quatrième pilier, c'est qu'il faut absolument changer le paradigme des systèmes de recommandation pour construire un socle commun. Aujourd'hui, quand vous donnez un vote, selon le CEO de TikTok, donc pas un vote pour moi, mais quand vous vous exprimez sur une plateforme, vous ne vous exprimez pas pour savoir quel contenu va être massivement recommandé à tout le monde. Vous donnez de l'information et des indices à la plateforme pour qu'elle vous recommande du contenu à vous, pour vous capturer individuellement, personnellement. C'est l'équivalent d'aller voter pour une présidente, mais que vous allez avoir que vous. Et chacun va voter pour son président et sa présidente. C'est pas comme ça que fonctionne une démocratie. Une démocratie, un vote, on vote pour le collectif. On vote pour quelque chose qui va s'appliquer au collectif.
c'est la quatrième différence avec un système de recommandation comme TikTok, c'est que nous, on veut bâtir des systèmes de recommandation où une partie de l'information recueillie va participer à la diète informationnelle de tout le monde. C'est quelque chose qui va être jugé par le collectif comme étant davantage d'intérêt général. Okay, donc vous pouvez aller voir, la plateforme elle s'appelle tournesol.app. Et donc on fait exactement ça, c'est-à-dire on essaie de bâtir des systèmes de recommandation où, au contraire de TikTok, on respecte ces 4 piliers pour parvenir à avoir une démocratie qui est augmentée par le numérique. C'est pas une démocratie augmentée, c'est vraiment une démocratie qui est augmentée par un usage intelligent du numérique. Et pour terminer, avec une image, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a laissé des entreprises privées capter et phagocyter la technologie du numérique pour, au nom de profits financiers et au nom maintenant d'idéologie partisane, en gros, détruire et dégrader les démocraties. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on retourne la situation et qu'on reprenne le pouvoir sur ces structures informationnelles pour, au contraire, et c'est possible, et nous, c'est ce à quoi on travaille, parvenir à faire du numérique une brique pour qu'on soit démocratiquement plus efficace qu'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai mis 2-3 QR codes. Les QR codes sont prioritaires sur le fait de me suivre, parce que quand vous allez suivre quelqu'un sur YouTube ou sur LinkedIn, vous ne suivez pas la personne, vous vous abonnez à un algorithme qui va choisir parmi tout le contenu qu'il fait, le contenu que vous allez voir. Et ce qui est souvent le contenu le plus nul que la personne crée, parce que c'est le contenu le plus clivant qui va le plus marcher sur la plateforme. Donc je vous encourage plutôt à suivre les gens en livre ou en newsletter quand ils ont la chance et qu'ils ont eu la volonté de le faire. Voilà, merci beaucoup encore.